Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne, ou plutôt qui ont émaillé, ou plutôt qui ont marqué les efforts déployés par l'Égypte sur la scène africaine, dont plusieurs domaines, partant par le domaine politique, passant par le domaine économique jusqu'aux d'autres domaines concernant le tourisme, quand même concernant des échanges culturels avec les autres pays africains. Justement, aujourd'hui, nous allons commencer par la nouvelle, par l'événement qui a pris le devant de la scène égyptienne. Il s'agit de la réception par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi hier au chef du Conseil souverain de transition soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan. Et ça a eu lieu à la nouvelle ville d'Al-Alamein, sur la Méditerranée, où ils ont tenu une séance de discussion. Au cours de cette rencontre, le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur la position ferme, stable de l'Égypte envers le Soudan, affirmant son soutien à la sécurité, à la stabilité et à la souveraineté des territoires soudanais. De son côté, le général al-Burhan a dit apprécier les relations fraternelles, étroites reliées en Khartoum au Caire. Il a également loué le sincère soutien apporté par l'Égypte à son pays pour préserver la sécurité et la stabilité du Soudan. M. al-Burhan a d'autre part exprimé son appréciation du rôle axial que joue l'Égypte dans la région en Afrique. La rencontre du président Sisi et du général Burhan était également centrée sur l'examen des derniers développements survenus au Soudan et sur les efforts visant à régler le conflit. Les moyens de soutenir le peuple soudanais, en particulier par les aides humanitaires, ont également fait sujet d'examen. Donc, passons, chers téléspectateurs, à notre reportage qu'on a aujourd'hui. Il s'agit de l'adhésion de l'Égypte aux BRICS et qui affirme une fois de plus le rôle croissant que joue le Caire dans l'économie mondiale et sa capacité, révèle bien sûr sa capacité à contribuer à formuler un système économique international plus inclusif et plus équitable. Donc, plus d'explications dans ce commentaire de Marwa Arafat Cheboussela. L'adhésion de l'Égypte aux BRICS affirme le rôle croissant que joue le Caire dans l'économie mondiale et sa capacité à contribuer à formuler un système économique international plus inclusif et équitable. À cet égard, le président Abdel Fattah el-Sisi a valorisé l'annonce par les BRICS de l'adhésion de l'Égypte à partir de janvier 2024. Le chef de l'État s'est honoré de la confiance des pays membres du bloc qui ont tous des liens étroits avec l'Égypte, formulant le vœu de coopérer avec eux dans la période à venir. Le président a souhaité coopérer également avec les nouveaux entrants pour réaliser les objectifs des BRICS, à savoir renforcer la coopération économique entre nous, faire entendre la voix des pays du Sud sur divers dossiers et défis de développement et soutenir les droits et les intérêts des pays en développement. Jeudi, le Premier ministre Mostafa Madbouli était arrivé à Johannesburg pour participer au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la séance de dialogue de haut niveau tenue dans le cadre du 15e sommet des BRICS en Afrique du Sud sur le thème des BRICS et l'Afrique, partenariat pour la croissance accélérée, le développement durable et l'action multilatérale globale, qui s'est déroulé du 22 au 24 août en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, réunis en sommet à Johannesburg, vont accueillir dès janvier 6 nouveaux pays membres, dont l'Iran. C'est ce qu'a annoncé le président sud-africain Cyril Ramaphosa. L'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis rejoignent aussi le groupe des pays émergents qui veut gagner en influence dans le monde. L'adhésion prendra effet à compter du 1er janvier 2024. C'est ce qu'a déclaré M. Ramaphosa lors d'une conférence de presse conjointe des dirigeants des 5 nations qui composent actuellement le bloc. Se félicitant, les BRICS entament un nouveau chapitre.
Immédiatement après l'annonce, Téhéran a salué un développement historique et un succès stratégique pour la politique étrangère du pays. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a de son côté salué un grand moment pour la nation africaine. L'Éthiopie est prête à coopérer avec tous pour un ordre mondial inclusif et prospère, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Les Émirats arabes unis se sont aussi félicités de leur intégration. Le président Mohamed Ben Zayed affirmant respecter la vision des dirigeants des BRICS. Selon le président chinois Xi Jinping, les discussions aboutissent à un élargissement historique président un avenir radieux pour les pays du BRICS. Passons, chers téléspectateurs, cette fois-ci à un autre reportage. Il s'agit bien sûr d'un nouveau round de négociations tripartites concernant le barrage de la Renaissance qui a démarré bien sûr cette semaine au Caire avec la participation des délégations de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie. Je dois quand même, avant de vous donner plus d'explications en ce qui concerne les différentes dimensions de ce nouveau round de négociations entre les trois pays, je dois vous rappeler qu'hier, il y avait une session clôturale concernant ce round de négociations. Mais justement, je dois vous laisser actuellement avec ce reportage de Chiboussela et Marwa Alfa sur les différentes dimensions de ce round de négociations. Un nouveau round de négociations tripartites concernant le barrage Renaissance a démarré cette semaine au Caire avec la participation des délégations de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie à la lumière du communiqué publié le 13 juillet 2023 lors de la rencontre en Égypte des deux dirigeants égyptiens et éthiopiens en marge du sommet des pays voisins du Soudan. Dans une déclaration ce dimanche, le ministre de l'Eau et de l'Irrigation, Hani Soueilam, a jugé important de parvenir à un accord juridique contraignant sur les règles de remplissage et de fonctionnement du barrage de la Renaissance, qui prend en compte les intérêts des trois pays, insistant sur l'importance de cesser toute mesure unilatérale à cet égard. La poursuite du remplissage et de fonctionnement du barrage sans parvenir à un accord constitue une violation de la déclaration de principe conclue en 2015, a-t-il noté. M. Soueilam a souligné que l'Égypte continuait à déployer tous les efforts pour faire réussir le processus de négociation, affirmant que l'Égypte croit en la présence de nombreuses solutions techniques et juridiques qui permettent de répondre aux intérêts des trois pays et de parvenir à l'accord escompté. Donc actuellement, nous devons bien sûr procéder à un autre troisième reportage et il s'agit cette fois-ci de la crise qui frappe l'Ouest africaine et au terme de la visite des ministres des Affaires étrangères des deux pays à Niamey où ils ont été reçus par le général Abdurrahman Tiani. L'administration militaire du Niger a autorisé l'intervention des armées du Burkina Faso et du Mali sur son territoire en cas d'agression. Les explications tout de suite. Au terme de la visite des ministres des Affaires étrangères des deux pays à Niamey, où ils ont été reçus par le général Abdurrahman Tiani, l'administration militaire du Niger a autorisé l'intervention des armées du Burkina Faso et du Mali sur son territoire en cas d'agression. La décision a été annoncée au terme de la visite de la ministre burkinabé des Affaires étrangères Olivia Rumba et de son homologue malien Abdallah Diop jeudi soir dans la capitale Niamey où ils ont été reçus par le général Abdurrahman Tiani. À l'issue de la visite, le secrétaire général adjoint du ministère nigérien des Affaires étrangères, Omar Ibrahim Sidi, a lu un communiqué transmettant les ordres émis par Niamey autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali à intervenir en territoire nigérien en cas d'agression. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a accordé un ultimatum au Conseil militaire du Niger qui avait expiré à la date du 6
août dernier pour libérer le président Mohamed Bazoum et le rétablir dans ses fonctions après l'avoir renversé le 26 juillet à la prise du pouvoir par le chef de l'unité de la garde présidentielle, le général Abdurrahman Tiani. La CEDEAO a affirmé qu'elle posait toutes les options sur la table, dont celle d'une intervention militaire si les militaires au pouvoir ne répondaient pas à ces exigences. Suite à la prise du pouvoir par les militaires à Niamey contre le président Bazoum, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé dans un communiqué commun leur refus de toute intervention militaire étrangère au Niger qu'ils considèrent comme une déclaration de guerre les impliquant et ont également menacé de se retirer de la CEDEAO. La CEDEAO réunit 15 États membres, à savoir la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Sénégal, la Sierra Leone, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, le Togo et le Cap-Vert. En fait, notre sujet à discuter pendant les prochaines minutes, les 10 prochaines minutes, quand même, ça sera ce premier forum sino-africain tenu sur la connaissance du développement. Avec plus de précision, le président adjoint du Conseil des ministres, chef du Centre d'information de prise de décision, Oussama El Gouari, a souligné que la Chine était le plus grand partenaire commercial d'Afrique lors de sa participation aux travaux de premier forum intitulé La connaissance sur le développement sino-africain qui se tient à Pékin. M. Gouari a indiqué que les banques chinoises du développement ont déjà présenté 23 milliards de dollars pour l'infrastructure en Afrique contre 9 milliards de dollars présentés par le reste des banques de développement. M. Gouari a d'autre part souligné que le continent africain est toujours un marché prometteur pour les investisseurs, vu les ressources naturelles et la jeune main-d'œuvre de ce continent. Il a ajouté que selon des prévisions internationales, le volume des investissements dans le domaine de l'infrastructure pourrait atteindre 300 milliards de dollars en 2040. Donc, à travers les analyses de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'Internet international, nous allons bien sûr savoir et connaître plus d'informations en ce qui concerne les différentes dimensions de ce forum et comment la Chine s'engage ici au sein de l'Afrique, notamment dans le domaine de financement de développement et dans le domaine de l'établissement des infrastructures. Donc, j'ai actuellement, à travers les lignes de l'Internet international, M. Moustapha Tamam, analyste politique et économique. M. Moustapha Tamam, bonjour. Bonjour à vous. Donc, comment vous avez lu ce premier forum sino-africain dans le domaine de la connaissance du développement? Certainement, ça c'est un pas très très important et peut-être l'État et l'Égypte a donné beaucoup d'importance pour la coopération entre les pays africains et l'Égypte spécifiquement et le monde entier. Et certainement, il y avait un événement très très important depuis peut-être 3 semaines ou un mois. On avait, l'Égypte avait le sommet de la Banque africaine ici qui a pris place à Sharm el-Sheikh. Ouais. Et ce sommet était très très important parce que ce n'est pas seulement pour aider les finances pour les pays africains, mais c'est pour avoir et encourager les investisseurs de venir élever leurs projets en Afrique, dans les pays africains. De l'autre côté aussi, le conférence a peut-être donné beaucoup d'assistance pour élever des autres problèmes, pas des problèmes financiers, peut-être la bureaucratie, peut-être le problème des ressources humaines et le problème de transfert à la technologie à ces pays africains. L'Égypte aussi a beaucoup d'expérience dans le domaine de l'infrastructure et certainement l'Égypte peut aider ces pays africains pour élever leur économie. Oui. Dans le domaine de l'infrastructure, comment vous trouvez le rôle des Chinois dans, si je peux dire, le dopage ou dans le fait de donner
aux Africains plus d'infrastructures sophistiquées sur le terrain qui puissent également aider leurs économies? Certainement, la Chine joue un rôle très important dans ce domaine-là et elle a beaucoup d'expérience et peut-être beaucoup de compagnies chinoises. On avait beaucoup de projets, pas seulement dans le domaine d'infrastructure, dans le domaine industriel, dans le domaine pétrolier aussi. Et certainement, ça va élever la coopération entre les pays africains et la Chine aussi. Oui. À quel point vous trouvez que les Chinois voient en Afrique que c'est un continent prometteur dans le domaine des investissements? Certainement, dans le domaine des investissements, il y aura beaucoup, peut-être, il y aura des obstacles, certainement, c'est normal. Mais peut-être si on a peut-être une stratégie pour aider ces pays africains pour élever ces obstacles, comme la bureaucratie, peut-être comme la technologie, et peut-être par élever l'infrastructure de ces pays-là, certainement, ça va être un pas très, très important. Oui. Et moi, je pense que l'Égypte peut jouer un rôle dans ce domaine-là. Oui. En fait, la Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour vous et est-ce que les Africains profitent de ce partenaire chinois ou plutôt la balance commerciale se dirige plutôt vers les intérêts des Chinois? Non, certainement, les pays africains en ont beaucoup de bénéfices dans la coopération économique avec la Chine. Parce que certainement, comme je vous ai dit, que peut-être les pays africains, on a beaucoup de ressources, mais certainement, peut-être on n'a pas eu la chance pour avoir des projets pour élever et pour encourager les investisseurs de venir dans ces pays, dans les pays africains. Ça, c'est peut-être parce que peut-être avec la bureaucratie qu'il y a là-bas, peut-être il y a des problèmes avec les finances, les processus. La bonne gouvernance, la transparence, la corruption, ce sont des problèmes qui entravent toujours. Oui, exactement. Tous ces problèmes, hein, certainement, peut-être, si on peut élever tout ça, certainement, ça va encourager les investisseurs de venir et mettre leurs projets dans les pays africains. Est-ce que vous trouvez que les Chinois peuvent vraiment rendre les pays africains de plus en plus industrialisés, oui ou non? Certainement oui, parce qu'on a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Ouais. Mais comme je vous le dis, certainement, il y aura des obstacles. Et certainement, c'est très, très important d'avoir un plan pour élever ces obstacles-là, pour encourager les investisseurs de venir mettre leurs projets dans ces pays-là. Oui. Monsieur Moussa Tamem, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant ce forum, le premier de son genre sur la connaissance de développement sino-africain. Donc, avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.